bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes Ilan Memoun et Simon Cognier et nous sommes heureux de vous retrouver donc pour cet atelier autour du thème du live streaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une table ronde pour débattre du monde de Twitch et de la communication des médias. Donc voilà. Donc voici, on est accompagné aujourd'hui de deux intervenants, Emmanuel Berco et Jordan Dijoux. On va vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Écoute, moi je suis consultant donc en relations publiques, donc je suis un expert de toutes les problématiques autour de la communication, des relations publiques et des médias. Et il se trouve que j'ai une passion pour Twitch que j'essaie d'utiliser auprès de mes clients, sur lesquels j'ai pu écrire pas mal de contenu. Donc je suis en tout cas super content d'être là avec vous et de partager mon expérience sur le sujet. Et moi-même, je suis Jordan Dijoux. Je me suis lancé sur le stream sur Twitch l'année dernière sous le pseudo de Giroax, et c'est d'ailleurs pour laquelle je suis présent également. Et je vous remercie du fond du cœur pour l'invitation. Merci beaucoup. Déjà, du coup, pour commencer le débat, on va expliquer un peu les bases. Donc, qu'est-ce que le live streaming? Donc, le live streaming, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé il y a un moment déjà. Et en fait, ça consiste en fait à se filmer en live, donc depuis son bureau ou peu importe, depuis un plateau comme on le fait là, et de discuter en fait avec la communauté. Et en fait, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui. On peut voir de tout, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des débats, ça peut être vraiment, ça se diversifie de plus en plus. Et en fait, la grande problématique qu'on va avoir aujourd'hui, c'est à savoir si en fait le live streaming pourrait en fait remplacer la télé dans les jours à venir. Donc pour commencer, on va analyser quelques statistiques de Twitch en 2021, en France en tout cas. Donc en France en 2021, il y avait environ 7,5 millions d'utilisateurs uniques sur Twitch par mois, 1 million par jour en utilisateurs uniques et en heures de stream regardées au total, ça fait 51 millions, ce qui est quand même un gros chiffre sur un mois. La deuxième stat qu'on peut analyser également, c'est l'audience pour l'instant qui est encore énormément masculine, donc à 71%, pour seulement 29% de femmes. Mais cette tendance change de plus en plus, surtout sur la tranche des 16-25 ans. Donc, que pensez-vous, vous, de ces stats qui sont assez récentes, en plus qui datent d'une période où il y a eu un confinement, où il y a eu la crise sanitaire. Donc, est-ce que vous pensez que c'est assez représentatif ou... Écoute, je peux commencer si ça te va. Vas-y, je te laisse. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que 7,5 millions d'utilisateurs par mois, c'est assez colossal. Ça montre qu'il y a un vrai réservoir. Et si on zoome aussi un peu plus sur l'identité de ces utilisateurs, on se rend compte que c'est majoritairement des jeunes. On a 70% des utilisateurs de Twitch qui ont entre 16 et 34 ans. Donc, on est sur une audience jeune, plutôt masculine, c'est vrai, qui s'intéresse majoritairement au gaming, mais pas seulement. On en parlera, mais il y a de plus en plus de streamers, justement, qui parlent de politique, qui parlent de sport, qui parlent d'environnement, tous ces sujets-là qui font leur apparition sur Twitch et qui font évoluer finalement l'identité de la plateforme. Ouais, tout à fait. Pour rebondir sur les statistiques, moi, ce qui me surprend absolument pas, parce que je suis totalement dedans, c'est le nombre d'heures visionnées. On est souvent, comme tu l'as dit, pendant la période du confinement, forcément, on n'avait pas grand-chose à faire, donc du coup, on se regardait Twitch, on essayait de trouver des chaînes qui nous intéressaient, qui nous passionnaient. Et pour rebondir aussi sur les stats masculines, féminines, en étant streamer, en ayant commencé, c'est vrai que j'avais majoritairement une population masculine, mais c'est vrai que ces derniers temps, je remarque que j'ai de plus en plus de popularité féminine où les femmes, justement, se révèlent un peu plus et ont envie aussi d'interagir avec les streamers et de partager aussi leur passion, qui est forcément le gaming, qui, malheureusement, actuellement, ont toujours une grosse connotation masculine où les femmes sont pas forcément très bien représentées dans cette catégorie. Ouais. Et c'est vrai que ça se diversifie de plus en plus et on voit en fait de plus en plus de personnes, que ce soit pour les âges ou les sexes, peu importe. Et oui, et même sur le contenu, comme on disait, maintenant il y a du caritatif, il y a du Exactement. divertissement qui est aussi l'essence même de Twitch à la base, mais aussi de l'information et ce qui va amener à notre première question. Voilà. Donc en fait, la première question qu'on s'est posée en fait dans cette étude, c'est comment Twitch en fait s'impose comme un nouveau média de communication, parce qu'aujourd'hui en fait on voit beaucoup de choses se développer sur Twitch. Ça peut être des politiques, ça peut être des grands événements caritatifs comme le Dead Event, ça peut aussi être des marques de télé comme BFM qui se lancent sur Twitch et en fait ça se répand de plus en plus. Et aussi du sport slash e-sport Ouais. avec par exemple les Twitch Rivals, le monde de pro, parce qu'il y a un monde pro aussi dans l'e-sport sur plusieurs jeux différents, ou les Twitch Rivals qui sont organisés par la plateforme en elle-même, mais là qui touchent un peu plus la communauté des streamers, quoi.
pas forcément que des professionnels du jeu vidéo. Complètement. En fait, d'abord, il faut revenir peut-être à l'origine de Twitch pour répondre à ta question. Twitch, de base, c'est une plateforme, en effet, tu l'as dit, de diffusion de gaming, disons des joueurs, en fait, de jeux vidéo qui diffusent leurs parties et sur lesquels ils peuvent interagir avec leurs abonnés via l'outil qui est le chat. Donc, tu crées à travers cet outil-là, finalement, une vraie interaction, une vraie proximité, en fait, entre l'abonné et le gamer. Et je pense que c'est pas Jordan qui va me démentir. Et donc, cette proximité-là, ça crée un vrai sentiment de communauté, finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un stream sur Twitch, c'est un peu comme si tu allais boire un verre avec tes amis dans un bar. Concrètement, tu es content d'aller voir ce stream parce que tu peux échanger, en fait, avec le streamer, mais aussi avec d'autres abonnés qui font partie de la communauté. Et donc, c'est ces codes-là, finalement, qui ont permis à Twitch de devenir un vrai média qui a su imposer ses codes. Et pour ça, il suffit aussi de voir des émissions assez connues, des streams assez connus, comme celui de Samuel Etienne le matin, il a plus de 400 000 abonnés, ce qui est colossal, beaucoup de jeunes, et pourtant, pendant 2 heures, il épluche la presse quotidienne. Donc, on pourrait se dire pas très intéressant. Et pourtant, il le fait avec un ton qui est ultra décontracté, ultra authentique. Il parle avec ses abonnés, et c'est cette interaction finalement qui plaît à la communauté et qui fait que Twitch est en train vraiment de s'imposer. Par contre, il faut juste garder une chose en tête et nuancer, en disant que Twitch aujourd'hui, c'est 24 milliards d'heures regardées par an, contre 365 milliards pour YouTube. Donc, il y a quand même un sacré différentiel. Donc, même si Twitch est en train de monter, YouTube reste quand même la plateforme numéro 1 en termes de Parce que c'est de la vidéo à la demande et donc on peut regarder quand on veut, on peut mettre une pause et potentiellement reprendre plus tard. Alors que là, un live, tu peux rater un bout, mais si tu rates un bout, bah voilà, t'as pas toute l'histoire. C'est ça. On est un peu déçus si on rate un petit bout, mais après aussi, ce qui est la puissance de Twitch, par rapport à d'autres chaînes également comme YouTube, d'autres plateformes comme YouTube ou quoi c'est on retrouve forcément tout ce qu'on a envie. Si à un moment on a envie de regarder un peu de sport, voir un match de sport qui a été commenté par un de nos streamers préférés, bah on va trouver. Si on veut regarder du gaming avec telle ou telle personne, on va trouver. Et la puissance, mais vraiment la plus grosse puissance de Twitch, c'est vraiment la proximité qu'on a avec notre communauté. Je me retrouve souvent avec ma communauté à parler. On peut parler de notre vie, de parler un peu tout. On est toujours dans le respect. Bien sûr, on a forcément quelques personnes qui débordent un tout petit peu, mais ça, c'est une minorité. On a des messages qui nous font vraiment plaisir et c'est, pour moi, c'est là l'essence mère de Twitch, parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire Twitch et franchement, donner du plaisir aux gens et donner juste l'envie ça fait un peu narcissique, mais donner l'envie de me regarder. Au moins, on partage des bons moments, on rigole et à la fin de la journée, on est heureux, on est content, on reçoit des petits messages qui font vraiment plaisir. Merci d'avoir live, passe une bonne soirée. Et après, à la fin, on dort, on a le sourire et on a envie de refaire un nouveau live. Et qu'est-ce que tu penses de la communauté française dans son ensemble? Parce que là, on a pu voir là récemment avec le post Reddit, la guerre, on va dire la Pixel War, exactement. Où la communauté française a été hyper investie et donc on va dire a remporté la bataille, quoi. C'est exactement ça. Sur la communauté française, on a une très très grosse communauté sur Twitch. Ouais. Après, au niveau des statistiques, je sais pas si on est une des plus grosses communautés, mais je pense qu'on doit être forcément dans le top 5. On est investi. On a envie de faire quelque chose et forcément avec Kameto qui était entre guillemets de la Pixel War, on était entre guillemets le général, il dirigeait un peu tout le monde. On était tous investis, on avait envie, on partait à un bon moment, on avait envie de gagner et forcément on avait un peu des petits ennemis et c'est ce qui a été vraiment phénoménal. Pourtant on n'a pas la plus grosse communauté parce que le français n'est pas parlé partout dans le monde, contrairement aux Espagnols qui avaient eux, toute la communauté d'Amérique latine. Exactement. Et mais il faut voir que l'unité, même sur d'autres événements que la Pixel War, le Z-Event, comme on a pu parler un peu plus tôt, où toutes les années les records sont battus et explosent pour la bonne cause, quoi. Donc, exactement. Donc en fait la communauté en France, moi en tout cas personnellement en tant que viewer, je trouve elle est hyper investie. On est très bien investi. Après, même si on quitte un peu c'est pour ça que d'ailleurs on était un peu entre guillemets entre la guerre entre les Espagnols et c'est vraiment des grosses guillemets parce que c'était vraiment juste sur des pixels. C'est la communauté française, on est investi dedans et vu de l'extérieur, on est entre guillemets un peu narcissique, le français de base. Mais en fait, on avait envie de défendre nos couleurs, on avait envie de défendre notre passion du jeu vidéo, de la communauté. On voulait se réunir et on était tous réunis sur ça. Et franchement, ça a été un très très grand plaisir. Ouais, ça s'est remarqué déjà sur Twitter en fait. C'est des événements en fait qui réunissent tellement plus de monde que sur des événements qu'on ne pourrait pas forcément voir à la télé en fait. Exactement. Et ça s'allie en fait avec tous les médias à côté aussi qui sont montés en même temps en fait, comme Twitter, Insta, etc. Et on l'a remarqué en fait dessus. Et donc ça va nous amener à notre deuxième question qu'on s'avait posée. Est-ce que les médias TV sont bien accueillis sur Twitch avec par exemple le lancement de BFM TV, France Info ou toutes ces grosses chaînes
qui ont un caractère vraiment très professionnel, alors que sur Twitch, on peut le voir, les streamers, enfin, c'est un peu plus borderline, c'est un peu plus chill, cool. Est-ce qu'ils ont vraiment leur place sur Twitch ou est-ce qu'il faudrait qu'ils adaptent leur contenu à la communauté de Twitch qui est présente en ce moment, quoi? Bah, d'abord, en tout cas, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'intérêt des médias en fait pour Twitch, de la télé, même de la presse écrite, pour Twitch, il n'est pas nouveau. En 2018, déjà, il y avait le Washington Post qui était un gros média américain qui est venu sur Twitch et qui a commencé en fait à faire des lives. Sauf que c'était souvent des meetings assez politiques, c'était des conférences de presse, mais il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas d'interaction vraiment avec le public comme le font comme le code de Twitch en fait, qui est l'interaction, la proximité. Et donc forcément, quand des médias comme ça arrivent sur Twitch et qui reprennent pas forcément les codes, ça crée des inquiétudes parmi les streamers et les abonnés qui ont un peu peur en fait que Twitch perde son authenticité, son côté sincère finalement. Et donc c'est ça peut-être le plus gros risque pour les médias. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres médias aujourd'hui comme France Info par exemple qui débarquent sur Twitch et qui essayent de créer une sorte d'hybridation entre les contenus télévisés et les codes de Twitch. Par exemple, en début 2021, au moment où il y a eu le vaccin contre le Covid qui a fait son apparition, il y a eu Anne-Sophie Lapix pendant le 20h qui a invité ses téléspectateurs à aller sur Twitch pour assister à un live de Samuel Etienne sur la question où les abonnés pouvaient poser leurs questions à Samuel Etienne, à un médecin, sur l'impact du vaccin, toutes les questions qu'ils pouvaient avoir sur le sujet. Et donc, je pense que c'est cette hybridation qui sera amenée à se perpétuer pour les prochains médias qui débarquent. C'est exactement ça, parce que en tant que streamer, on a peur que le code, entre guillemets, l'interaction avec la communauté se perde, et forcément, les grosses chaînes telles que France Info, BFM peuvent attirer énormément de monde, et forcément, pour les autres streamers, un peu perdre de leur audience. Forcément, ça peut être problématique. Mais je pense que au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure des années, si les chaînes s'adaptent, interagissent avec leur communauté, franchement, ils vont prendre un bond phénoménal. Les gens vont forcément regarder. Des fois, on a envie de se lever le matin, comme Samuel Etienne. Je me lève le matin personnellement, je vais sur son live, je prends mon petit déjeuner, on interagit, j'écoute les informations et ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est ce qui est très important vis-à-vis des consommateurs de Twitch, mais il faut vraiment pas oublier cette notion d'interaction, parce que si on oublie cette notion d'interaction, en fait, on migre tout simplement la télé sur Twitch et on perd l'authenticité de Twitch. Parce que pour reprendre Samuel Etienne, oui, il a su prendre en créant sa chaîne parce qu'il avait fréquenté pour l'histoire des streamers avant, mais pourtant il vient quand même à la base du monde de la télé. Exactement. Mais lui, il a su s'adapter au code de Twitch et au monde de Twitch et à interagir avec la communauté. Ce que pour l'instant, on a l'impression que les médias télé n'arrivent pas à faire avec leur côté très carré, très professionnel, timing, ça tourne, enfin tous les termes techniques qu'ils ont dans le milieu audiovisuel. Exactement. Après, tu as de plus en plus de journalistes justement qui viennent de ces médias traditionnels et qui viennent sur Twitch en fait. Bon, il y a Samuel Etienne qui est l'exemple le plus connu, mais dans le monde du sport, vous avez par exemple Alexandre Ruiz qui est un grand commentateur sportif qui a été sur beIN Sport notamment, Canal+, et qui aujourd'hui fait des lives sur Twitch où il, pareil sur le même concept que Samuel Etienne, finalement, il fait des revues de presse de la presse sportive européenne et ça plaît en fait parce qu'il justement il interagit constamment avec ses abonnés et c'est ce qui fait aussi le succès de ces journalistes qui arrivent sur Twitch. Exactement, et en plus il y a aussi l'interaction, parce qu'on parle beaucoup de l'interaction streamer-abonné, mais même l'interaction abonné-abonné, ou parce que quand on est devant notre télé, on est forcément tout seul, on regarde la télé, alors que dès lors qu'on est en interaction avec d'autres personnes qui parlent également, on crée quand même quelque chose, et c'est ce qui est créé par exemple sur la Z-Event, sur la Pixel World, on s'investit entre nous, et c'est ce qui plaît énormément. Donc si un média forcément ne prend pas en compte ses abonnés ou ses viewers, ça peut devenir vite problématique. Et là, on le voit même sur notre chat, là en direct, ouais. Ils interagissent entre eux, ils se répondent aux questions, s'il y a les réponses. Donc oui, donc c'est important. Moi, la preuve par l'exemple. Ouais, la preuve par l'exemple qui est notre communauté qui est présente aujourd'hui le matin. Là. Et en fait, ça fait le sujet de notre troisième question en soi, parce que quelle est en fait la réelle différence entre la télé et Twitch? En fait, du coup, ça va être vraiment l'interaction. Et pourquoi, en fait, vous, de votre côté, vous irez plus sur Twitch plutôt que sur la télé, ou inversement, plus sur la télé que sur Twitch? Pour moi, la différence principale aussi entre la télé et Twitch, tu as raison, il y a l'interaction, mais il y a aussi carrément l'audience. Pour moi, on l'a dit, 70% des utilisateurs de Twitch, ce sont des jeunes entre 16 et 34 ans. Donc finalement, c'est le marqueur finalement par rapport à la télévision. Aujourd'hui, ce que les jeunes veulent, c'est, on l'a dit, de l'interaction, de la proximité, de l'authenticité, et ça, ils le trouvent sur Twitch. Finalement, ils deviennent des acteurs
du live, alors que finalement sur la télévision, tu es plus dans une position passive, c'est-à-dire que tu regardes quelque chose mais tu peux pas interagir et ça plaît moins forcément à la jeunesse. Donc il faut aussi mettre ce constat qui est en perspective finalement avec la perte de crédibilité de la télévision. Aujourd'hui, tu n'as plus que 40% des Français qui trouvent les informations véhiculées par la télévision crédibles. C'est 20% de moins que dans les années 90 et c'est le signe d'une perte d'importance de la télévision. Aujourd'hui, tu as des jeunes entre 15 et 25 ans, tu as 70% des jeunes qui s'informent sur les réseaux sociaux, dont Twitch. C'est énorme. Tu as aussi t'as vraiment cet essor des réseaux sociaux et d'Internet aussi. J'avais un autre chiffre, c'était 66% je crois que c'était des 16-34 ans qui, eux, s'informent sur Internet contre 26% seulement sur la télé. Donc concrètement, tu vois, tu as vraiment cet essor de Twitch qui se fait au détriment de la télévision et qui sera amené probablement à se renforcer dans les années à venir. Je pense totalement, ouais. Et en étant personnellement plus gros consommateur de Twitch que de la télé, je regarde plus absolument la télé parce que je trouve que je retrouve tout ce que j'ai envie directement sur Internet et plus particulièrement sur Twitch. Il y a l'interaction avec le streamer, mais il y a aussi, comme il l'a très bien dit, on sent acteur du live parce que personnellement, moi, sur un live, une personne qui me regarde peut changer les couleurs de mon fond, peut directement mettre un message en gros sur mon live. Donc forcément, il se sent acteur. Il se dit, bah, j'ai participé quand même un tout petit peu au live. Je sais pas, random. Donc je préfère m'investir beaucoup plus sur Twitch que sur tout ce qui va être télévisuel. Oui, et puis c'est plus accessible surtout. Exactement. Parce qu'il y a certaines chaînes aussi, par exemple sur la télé, qui vont être payantes. Je parle forcément des Bein Sport, RMC Sport, tout ce qui, dès lors qu'on veut regarder un match, on a forcément obligé de payer, alors que Twitch, totalement gratuit, mis à part quelques fonctionnalités où on est obligé de s'abonner, mais c'est même pas une obligation, c'est si on a envie de soutenir. Mais c'est vrai que question d'accès, c'est totalement simple, juste à cliquer sur la recherche qu'on veut, on trouve forcément quelque chose qu'on a envie et on regarde. Ou même une question un peu plus ciblée pour toi, Jordan, la pub. Quel est ton lien avec la pub par rapport à tes abonnés? Est-ce que tu en mets un petit peu? Parce qu'on peut voir que dans le monde de la télévision, surtout aux heures de grosse affluence, les pubs, elles sont super longues. Le film, il est entrecoupé, tu as 3-4 pubs parce qu'ils savent qu'il y a de l'audience sur le film et donc c'est les marques payent cher pour être sur ces pubs-là. Est-ce que c'est aussi pour ça que les jeunes qui maintenant ne supportent plus trop la pub viennent sur Twitch et peuvent consommer du contenu sans forcément être embêté constamment par la pub, quoi. Je comprends totalement. En fait, en tant que streamer, on a la possibilité de soit ne mettre des pubs, soit pas mettre des pubs. Et la durée des pubs, donc on a entre 15 et 1 minute, 15 secondes et 1 minute. Et généralement, on a des pubs. Moi, personnellement, j'en mets, mais la pub, elle est au tout début du live. Il y a une courte pub et ensuite, pendant tout le live, il y en a absolument plus du tout. La personne juste se connecte. Quand elle se connecte, elle voit la pub, elle consomme le live. Et forcément, je le mets pas tout le temps. Ça va être un peu comme la télévision. Dès lors que je sais que je vais avoir de la forte influence, je mets des pubs parce que forcément, même si on parle du côté interagir avec les gens, il y a aussi le côté entre guillemets business où on a besoin également de faire rentabiliser. Donc dès lors qu'on met un peu de pub, on est un peu rentabilisé, mais sinon on n'est pas totalement bombardé de pubs. Et YouTube, des fois, c'est ça qui est très problématique. J'en ai parlé aussi avec ma communauté. On peut regarder une vidéo de 20 minutes sur YouTube et se prendre 6 à 7 pubs. Et des fois, on n'a plus envie de finir la vidéo parce que on voit les pubs arriver et on n'a plus envie. Et ça, les abonnés le comprennent, j'ai l'impression, en fait, au final. Souvent, ils sont au courant qu'il y a des pubs et ils sont limite contents de pouvoir consommer de la pub pour que ça puisse rémunérer leur streamer préféré ou leur YouTuber préféré. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez accepté, je trouve, sur cette plateforme. Ça, c'est depuis très récemment parce que je sais qu'avant, en parlant à d'autres amis streamers, parler d'argent pour un streamer était très compliqué, parler de pub était très compliqué. Maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Dès lors qu'on parle, oui, on a besoin de rentabiliser. Forcément, on achète un peu de matériel, on achète quelque chose, faut un peu faire enflouer les banques. Et du coup, on met un peu de pub, les gens s'abonnent pour nous soutenir et ils comprennent un peu plus. Donc forcément, là, ils vont consommer de la pub, mais pour nous soutenir directement parce qu'ils savent que ça va venir pour nous et c'est pour investir sur la propreté du live, entre guillemets. Comme le principe du don, en fait. Exactement, le don ou l'abonnement. Donc là, on a bien fait le lien, on a même entamé le sujet de la question suivante. Pourquoi les jeunes délaissent de plus en plus la télévision? Donc, on y a pas mal répondu déjà, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus aussi? Le fait d'avoir de l'information, peut-être un peu encore 3G, par rapport encore des années 2000, surtout que la communauté maintenant est de plus en plus jeune. Les jeunes qui sont sur Twitch, donc on a dit que c'est les 16-34 ans, voire même les 16-24 ans, ces gens-là sont très présents sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là considérer Twitch comme un réseau social et donc aussi dire que c'est peut-être pour ça que maintenant ils délaissent les réseaux,
le contenu plus classique. Bah, si tu veux, dans les programmes, c'était Emmanuel Macron qui disait il n'y a pas longtemps, aujourd'hui on fait des programmes télé qui sont dédiés aux jeunes et c'est les plus de 60 ans qui les regardent. Donc c'est un peu embêtant. Il y a une question de qualité aussi des programmes télé et au-delà de ça, du format télévisuel en fait, qui est plus forcément adapté aux attentes des jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes, les jeunes et même les Français en général passent plus de temps sur leurs écrans, sur leurs tablettes, sur leurs smartphones que sur la télévision. Donc le rôle central de la télévision qu'il y avait depuis les années 60-70, le cœur du foyer, limite, voilà, quelque chose au centre du salon, je pense qu'on l'a tous connu, c'est en train vraiment de s'effriter sous la pression justement de Twitch, mais aussi d'autres réseaux sociaux. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui va être amené à se poursuivre, une tendance qui va être amenée à se poursuivre, d'autant plus si en effet la qualité des programmes télé ne s'adapte pas, disons, aux attentes de la jeunesse. Exactement, elle doit vite s'adapter parce que je pense que vraiment tout ce qui va être de type internet, tout ce qui va être un ordinateur, un écran, par exemple, si je pense que votre entourage et même moi, dès lors qu'on va chez quelqu'un, ça ne me surprend plus de ne pas avoir de télé. Mais par contre, quand on va chez quelqu'un, il y a forcément un ordinateur, il y a forcément un écran. Donc, si les programmes télé s'adaptent pas à comment ça se déroule actuellement et voient comment sur tout ce qui est Twitch, réseau, comment bien s'adapter, je pense que ça va continuer. La chute pour la télévision va continuer et l'expansion pour tout ce qui va être réseau va continuer également. Ça m'étonne pas ce que tu dis. Je pense que si on pose la question dans le chat, par exemple, à qui a une télé chez soi, je pense que dans un appartement étudiant, déjà, tout le monde n'a pas forcément la place de mettre une télé. Et aujourd'hui, on est plus sur Netflix, des choses comme ça. Et je sais pas si. Et après, tu peux regarder la télévision, mais aussi sur le smartphone. Tu vois, il y a des applis comme Molotov, il y a même des applis des chaînes directement, quoi. Même les applis des chaînes directement. Donc maintenant, même s'il y a la consommation de contenu télévisuel, on va dire, il est plus forcément sur la grosse télé. Et la grosse télé même sert plus, comme Simon le disait, potentiellement regarder des vidéos de streaming à la demande, ou alors même YouTube ou Twitch. Enfin, moi, parmi mes amis, pas mal de jeunes regardent Twitch plus trop sur l'ordinateur ou sur la tablette, mais sur la grande télé, comme si c'était une émission télé, quoi, au final. Sachant que Twitch se professionnalise aussi de plus en plus, même si ça a ce caractère très chill, très cool. Enfin, comme tu parlais du matériel, via les dons, etc. Quand on achète du matériel, c'est aussi pour avoir une qualité de stream meilleure et forcément. Donc indirectement, ça amène à la professionnalisation aussi du milieu. Et on est forcément obligé parce que dès lors qu'on commence, on n'a pas forcément une grosse communauté et dès lors qu'on voit que les gens s'investissent, regardent, consomment notre live, on a envie aussi de leur faire plaisir, avoir un meilleur micro, une meilleure caméra, des lumières qui vont derrière, investir aussi sur tout ce qui va être la propreté du live. Quand je parle propreté du live, c'est quand ils regardent, s'il y a des interactions, s'il y a juste prendre un abonnement ou quoi caisse. Donc forcément, on a envie de se professionnaliser, professionnaliser sans pour autant oublier le côté chill, le côté détente, le côté on a envie de se détendre. Comme je dis, moi je suis un streamer principalement jeux vidéo, mais de temps en temps je fais un live où juste on discute, on a des sujets, on discute, on parle, on remarque pas, mais ça fait 3 heures et on est obligé de couper le live et on voit vraiment pas le temps passer. Et quand tu prends l'exemple, par exemple, là, de gros événements, que ce soit caritatifs ou non, organisés par une communauté de streamers, derrière, il y a toute une organisation. Il y a la location des locaux, la location du matériel, des bureaux, tout ça. Et pourtant, après, le stream est vraiment borderline, chill. C'est là où on consomme le meilleur contenu. Alors que derrière, il y a eu comme un budget qui aurait pu être mis sur une émission de télé, investi pour pouvoir créer ce contenu. Et pourtant, on a quand même cette image qui intéresse les jeunes et dont la communauté grandit de jour en jour, quoi, sur Twitch. Exactement, de jour en jour. Et en plus, pour revenir sur les événements caritatifs qui est la Z-Event, on voit qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé par les créateurs qui est Zerator, qui est énormément dépensé et c'est de sa poche. C'est même pas forcément, il y a quelques sponsors à droite, à gauche, mais il y a aussi, il sort un peu de sa poche. C'est pour le caritatif, dont tout l'argent gagné, ce n'est même pas pour lui, c'est pour faire gagner. Mais quand on regarde ce live, vraiment, on a des fous rires sur fous rires, on passe des bons moments, on a de tout, on a du gaming, des fois on a des gages, du sport, de tout. On a de tout et on passe un très bon moment. Et vraiment, quand on regarde ces événements, quand on consomme, on a vraiment envie de participer et donner un petit, même si c'est 2 €, participer à quelque chose. Et après, à la fin, on se retrouve avec 10 millions et juste pour un événement caritatif et c'est juste phénoménal. Et même, on le voit maintenant, même les grandes marques, qui soient du jeu vidéo ou non, font des gros dons pour se faire remarquer parce que c'est un événement qui a une très grosse valeur médiatique, surtout dans les journaux. Dans la semaine qui suit, on en entend parler un peu partout, quoi. Que ce soit à la télévision, dans les journaux traditionnels papier ou même sur
sur l'actualité internet. Carrément, tu as des marques, par exemple, je pense à Adidas qui a fait un partenariat avec le streamer Domingo pour pousser ses vêtements, pour pousser sa technologie, etc. Et on voit que c'est des choses qui commencent à se faire petit à petit. Les marques commencent à arriver sur Twitch, mais aujourd'hui, demain, je pense qu'elles auront de moins en moins le choix en fait. Elles sont obligés justement d'aller sur ce canal-là parce que finalement, les consommateurs de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui et forcément, ils regardent Twitch et beaucoup moins la télévision classique ou même ils lisent beaucoup moins la presse écrite que leurs aînés. Donc leur pub a un plus faible impact. Exactement. Donc, ils sont pas présents. Donc moins d'impact et forcément, si tu as moins d'impact, derrière, tu attires moins cette cible-là et forcément, tu perds en qualité. C'est sûr. Je vais réagir aussi sur un autre sujet d'actualité un peu qu'on a en ce moment, c'est les élections. Et on a vu que sur Twitch, en ce moment, il y avait pas mal de candidats en fait, qui étaient sur Twitch et qui interagissaient du coup avec les jeunes d'aujourd'hui. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que moi, je pense que ils s'adaptent forcément à l'une de leurs cibles prioritaires, qui est la jeunesse. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est la personne la plus visible sur Twitch aujourd'hui en termes d'heures passées sur Twitch, parce que lui, il parle beaucoup à la jeunesse dans son programme. C'est la jeunesse, qu'on soit pour ou contre, c'est un point essentiel de son programme. Et aujourd'hui, il a plus de 90 000 abonnés. Donc, c'est colossal. Et il sait que les 7,5 millions de personnes qui suivent Twitch, c'est autant de réservoirs potentiels en termes de voix. Et donc, autant de personnes qu'il peut toucher avec ses idées. Donc, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a assez peu de candidats à la présidentielle qui ont des chaînes Twitch à eux. Il n'y a que Mélenchon et Jadot. En revanche, de plus en plus de candidats, justement, interviennent sur des chaînes d'autres streamers. Par exemple, il y a Anne Hidalgo qui était passée sur le stream de Samuel Etienne. Il y a Jean Massier qui avait fait une émission sur l'écologie et qui avait réuni tous les candidats. Tu as eu Mademoiselle aussi qui a fait des streams sur les inégalités hommes-femmes. Donc, ils comprennent en fait, ils comprennent petit à petit, mais ils prennent leur temps aussi parce qu'ils ont peur de tout ce qui est bad buzz. Et forcément, il y a des candidats qui sont moins à l'aise avec les codes de Twitch parce que forcément, c'est des codes qu'ils maîtrisent pas forcément pour tous. Et donc forcément, ils prennent un peu plus leur temps et c'est ce qui fait aussi que voilà, ça arrive doucement mais sûrement sur Twitch. Ouais. Déjà que pas mal de personnes qui se présentent aux élections sont déjà présentes sur beaucoup de réseaux, mis à part Twitch. Je parle de TikTok, je parle de Twitter, on en voit énormément. Je pense que tout simplement ça découle. Il faut voir forcément que les réseaux marchent de plus en plus et la télé marche un peu de moins en moins. Donc forcément, ils vont commencer à s'investir, se dire je vais me pencher dessus et commencer à faire une chaîne pour par exemple Mélenchon. Mais comme tu l'as très bien dit, faut éviter le bad buzz. Parce que ça peut arriver très très vite, surtout que dès lors qu'on est derrière un ordinateur, on contrôle pas les gens qui sont autour de nous. Non. Donc, suffit d'un mot de travers ou quelque chose dit de travers, et là, ça rentre plus dans le code de Twitch parce qu'on est sur du direct, on est un peu sur de l'improvisation et sur tout ce qui va être les élections, tout ce qui va être candidat. Forcément, ils doivent s'adapter. On sait très bien que les réseaux, on a très bien vu d'autres streamers, dès lors qu'on dit une phrase, elle peut être coupée et du coup mise sur les autres réseaux et ça fait un très gros bad buzz alors que c'était pas la phrase dite. Donc je pense que ça va prendre encore un peu plus de temps. Mais ils vont le faire au fur et à mesure du temps. Mais est-ce qu'ils font pas ça aussi pour toucher les jeunes électeurs qui viennent d'être majeurs, ou enfin qui ne s'intéressent plus forcément à la politique comme avant, où il n'y avait pas tous ces médias de communication, il y avait la télé qui était essentielle dans le foyer, donc on suivait les débats et tout ce qui s'ensuit. Donc est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'ils se mettent sur les plateformes pour essayer d'attirer des audiences, enfin des voix pour eux, et donc éviter de l'abstention, quoi. Mais carrément, et ce qui est hyper intéressant, c'est que hier, je regardais la chaîne de Yannick Jadot qui avait diffusé son meeting à Nantes et tu avais 400-500 spectateurs, ce qui est pas énorme non plus. En revanche, je regardais juste après, il y avait un autre live sur la chaîne de Yannick Jadot qui était en fait une table ronde avec des militants d'Europe Écologie Les Verts, un ton très décontracté, tu vois, ça parlait d'écologie, de tout, de rien sur les canapés, et là, tu avais 2000 vues. Donc beaucoup plus, donc 4 fois plus que le meeting. Et donc ça te montre que dès que tu crées un contenu qui est adapté, qui est un peu plus cool, qui est un peu plus authentique, t'arrives à attirer les jeunes. Par contre, si tu crées quelque chose de trop formel, trop déjà vu finalement comme un meeting, là c'est beaucoup moins intéressant. C'est exactement ça. On a l'impression qu'on est avec directement la personne, on est dans entre guillemets, en train de boire un verre, en train de parler tranquillement, alors que dès lors qu'on est très professionnel, meeting, caméra, on n'interagit pas, on parle, on fait le discours, et point barre, c'est sûr que ça intéresse beaucoup moins de personnes. C'est trop travaillé, on cherche plus l'authentique de la personne, la spontanéité Exactement. que
Les contenus classiques. Voilà, que les contenus classiques sûr. que on peut voir totalement ailleurs, quoi. Que ce soit sur YouTube ou même sur T'as la Twitter, télévision. t'as Twitter, tu peux avoir la télévision pour ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de Twitch. Donc là, on avait pas mal de questions, on va pouvoir y répondre. Donc, on va prendre les questions d'en haut. La première question, c'est Rutford qui l'a postée. Comment mieux représenter les femmes dans l'univers de Twitch? Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait attirer les femmes plus sur Twitch? Alors, moi, je suis dedans et je suis dans le gaming. En fait, ça va être tout simplement, ça va être comme dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement à la gente masculine de faire un effort. Parce que malheureusement, je reçois beaucoup trop de femmes, beaucoup trop de messages de femmes qui me disent qu'ils, forcément, se cachent derrière un pseudo masculin. Parce que dès lors que les hommes voient qu'une femme joue, bah, c'est triste à dire, mais ils se comportent très très mal. Ils arrêtent complètement le jeu vidéo, ils arrêtent de jouer parce que ils ont plus envie de subir tout ça. Tout ce qu'on a envie, nous, on est derrière un pseudo. Tout ce qu'on a envie, c'est de jouer, passer un bon moment. La femme n'est pas là pour se défendre, a envie d'arrêter de se faire harceler. Donc, c'est vraiment à la gente féminine et je pense à la gente masculine. Et je pense que dès lors que la gente masculine fait un gros effort sur ça, on va avoir beaucoup plus de femmes qui vont sortir, entre guillemets, de l'anonymat. C'est sûr. Et je pense qu'en fait, avec un média comme Twitch, c'est plus simple en fait de mélanger les personnes, comme tu le dis. C'est exactement, on est derrière un pseudo, on Ouais, s'en c'est ça. fiche que ce soit un homme, une femme, Peu importe. ça soit qu'importe, on est là juste pour partager un bon moment et la même passion. Exactement. Je pense juste que Twitch, du coup, c'est encore, comme tu l'as bien dit, c'est encore un peu trop associé justement à l'univers du gaming, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Et on a de plus en plus justement de streameuses aujourd'hui. Je pense, j'avais cité tout à l'heure Mademoiselle dans l'univers, voilà, qui avait, comme je l'avais dit, interrogé des hommes et femmes politiques dans le monde sur les questions inégalité homme-femme. Il y a de plus en plus de streameuses qui arrivent sur Twitch, donc ça prendra un peu de temps. Mais voilà, il faut vraiment, comme tu dis, faire ce travail de sensibilisation et d'ouverture pour que tout le monde se retrouve sur Twitch. Ok. Je vais passer tout de suite avec la prochaine question qui nous a été posée par Lexo Raio. Pensez-vous qu'avec la tendance de YouTube à se rapprocher qu'avec la tendance de YouTube à se rapprocher du format télé, Twitch n'est pas en train de gagner de l'avance? Donc par rapport à YouTube en fait. Alors, oui, on l'a dit, hein, c'est vrai que Twitch forcément est en progression. Ils ont plus de 45%, ils ont fait plus de 45% d'abonnés entre 2020 et 2021. Donc clairement, c'est la plateforme qui monte. Maintenant, par rapport à YouTube, ça reste encore un cran en dessous. Je le disais, en termes de nombre d'heures visionnées en 2021, on est sur 24 milliards pour Twitch, 365 milliards pour YouTube. Donc il y a quand même un gap assez important pour l'instant, mais je pense, je suis vraiment convaincu que ces prochaines années, ça sera quelque chose qui va petit à petit se réduire, un gap qui va petit à petit se réduire, et je pense que Twitch va être amené justement à rattraper son retard sur YouTube. Ouais, c'est exactement ça. YouTube, on sait tous que c'est encore un mastodonte qui est bien présent sur Internet. Twitch est en train d'arriver de plus en plus, mais en termes de progression, Twitch dépasse largement YouTube. Même pour ma communauté, on consomme de moins en moins YouTube, on a moins envie d'y aller, on a plus envie de consommer du Twitch. Donc je pense que d'ici 10 prochaines années, Twitch va littéralement rattraper YouTube. Et YouTube, si YouTube ne s'adapte pas, YouTube sera rattrapé très vite par... J'ai l'impression que pour l'instant, en fait, Twitch ne veut pas se séparer de YouTube dans le sens où il y a beaucoup de best-of qui sont ensuite sur YouTube pour ramener en fait la communauté de YouTube un peu sur Twitch. C'est beaucoup, j'ai l'impression. moi-même le premier, dès lors que il y a des lives directement, je prends les rediffs et je les mets directement sur YouTube pour essayer d'attirer plus de gens. Mais c'est vrai que je ne pense pas à, comme au préalable avant, certains YouTubeurs qui prenaient du temps pour créer des vidéos. Là, on en voit beaucoup moins des vidéos créées qui sont vraiment bien faites et du coup, ils vont plus s'investir sur tout ce qui est live. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des gros YouTubeurs, je pense à Hugo Décrypte, à Thibaut InShape, etc., qui viennent sur Twitch, qui créent leur compte sur Twitch aussi parce qu'ils ont compris que YouTube était un peu en perte de vitesse chez les plus jeunes. Et ils comprennent que voilà, leur intérêt, c'est aussi de parler à cette audience-là parce que ce sera leur audience de demain aussi. Oui, c'est surtout, enfin, YouTube est encore présent pour les très très jeunes, quoi, les 7, 15, 12, 13 ans, et ensuite, on voit par exemple avec le phénomène qui a été Fortnite, et pourtant la plupart des streamers étaient quand même sur Twitch, mais on voit que les deux seuls streamers qui sont maintenant sur YouTube et qui ont une réelle communauté, bah, leur communauté est très très jeune, et donc, enfin, n'a pas un grand impact au niveau forcément des dons ou de la reconnaissance qui pourrait leur être apportée, quoi. Exactement. C'est ça. On a une question très intéressante. Est-ce que vous pensez que le CSA doit contrôler Twitch comme la télévision pour les temps de parole des politiques, par exemple? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être, c'est une vraie question qui va être amenée à se poser. Hein. On voit que, je l'ai dit, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui sont numéro 1 en termes de temps de parole sur Twitch et YouTube.
Il y a une vraie différence par rapport à d'autres candidats en termes de temps de parole. Donc forcément, ça pose une vraie question. Et je pense qu'à l'avenir, en effet, le CSA sera amené à légiférer parce que sinon, ça risque de créer forcément une inégalité entre les différents candidats. Exactement, ils seront clairement obligés d'interagir parce que sinon, après, le temps de parole sera complètement différent. Déjà que sur les chaînes télé, ça a été très bien réglementé où chaque candidat, pour par exemple les élections présidentielles, chaque candidat a le même temps de parole alors qu'avant, ça a été différent. Et là, sur Twitch, ils seront obligés d'interagir directement avec. Je pense qu'on a fait le tour des questions, parce qu'il y avait pas mal de questions qui se ressemblaient. On va conclure par rapport à notre problématique. Est-ce que vous pensez que Twitch et la télévision peuvent être alliés ou seront forcément, entre guillemets, des ennemis? Bien sûr avec des guillemets, mais dans le sens où si la télé n'arrive pas à s'adapter à Twitch et inversement... Moi, je pense que Twitch, il faut pas opposer en fait Twitch et la télévision. Je pense vraiment, comme on l'a dit, qu'il peut y avoir une vraie hybridation entre des contenus télévisés et des contenus et les codes de Twitch. C'est-à-dire qu'il faut pas importer le format télévisé sur Twitch et vice versa, parce que je pense que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on peut pas encore se passer de la télévision. Ça reste quand même un média, même si la jeunesse s'intéresse de plus en plus à Twitch et délaisse la télévision, ça reste quand même un média incontournable. Donc, je pense qu'il faut pas forcément opposer les deux, mais qu'à l'avenir, on sera de plus en plus amené à avoir des associations finalement, des journalistes qui streament et en même temps diffusent des contenus télévisés. Et je pense vraiment que ce sera ça pour l'avenir. Que dire de plus parce que tout a été très bien résumé. C'est vrai que moi je pense que vraiment on peut pas utiliser le terme allié ni le terme ennemi, c'est juste on faut une adaptation, s'adapter. Peut-être que pour l'instant on a encore un peu de mal, on n'a pas envie que la télé vienne sur Twitch et la Twitch vienne sur la télé directement, mais on voit par exemple qu'il y a pas mal de personnes présentes dans le monde de la télé qui vont sur le monde de Twitch et vice versa. Par exemple un Domingo qui est réputé dans la communauté française, qui est parti sur Énergie pour faire directement des émissions. En fait dès lors qu'on s'adapte, ça plaît à tout le monde. Les gens regardent un peu plus Énergie parce qu'il y a Domingo, et les gens vont regarder un peu plus Twitch parce qu'il y a un présentateur télé. C'est forcément, si on s'adapte, si on arrive à faire quelque chose de bien, on peut consommer les deux et totalement... Et on peut le voir avec son émission Popcorn qui pourrait reprendre les codes d'un TPMP ou de ce genre d'émission-là. Et pourtant, il est très bien accueilli par la communauté. Il y a une vraie communauté derrière tous les mardis soirs qui le regardent. Et par contre, sur la télé, on le voit encore assez peu. Vraiment, ce lâcher-prise qu'on peut voir... la télé a peut-être un petit peu encore de retard sur ça et qu'il faudrait qu'elle rattrape un petit peu pour réattirer les plus jeunes. Ouais. Mais c'est ça, justement, comme tu l'as dit, la télé fait vraiment de plus en plus appel à des influenceurs sur Twitch, mais pas seulement. On a vu que McFly et Carlito, par exemple, avaient animé une émission sur TMC. C'est pas les seuls, hein, mais du coup, c'est pour dire qu'aussi, autant il y a des journalistes de la télé qui vont sur Twitch, mais il y a aussi des influenceurs qui vont être amenés à aller sur la télévision pour parler à une audience un peu différente de l'audience traditionnelle des télés. Est-ce qu'ils l'accepteraient? Enfin, quand les streamers, moi je me rappelle de Squeezie qui était parti voir Ardisson et qui l'avait très clairement clashé, ou c'est pas le seul, même sur Cyprien, qui viennent du milieu de YouTube, mais par exemple Squeezie qui est maintenant très présent sur Twitch aussi et qui a une vraie communauté. On voit que quand il essaye de parler de Twitch ou du monde de l'audiovisuel un peu plus c'est encore mal accepté, c'est vrai. Ils ont encore du mal à l'accepter et l'impression que on leur vole leur métier, mais d'une certaine façon, quoi. Je pense, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait en effet un travail de compréhension des deux côtés et se dire que voilà, il n'y a pas d'opposition entre les journalistes télé et les influenceurs sur Twitch. Au contraire, il y a vraiment moyen de trouver des complémentarités, des associations, mais voilà, il faut faire cet effort d'acceptation et d'ouverture sur les autres. C'est exactement ça. Et en plus, on voit que dans certaines branches, là, on parle de télé, mais par exemple, sur la musique, il y a certains musiciens qui font directement la musique. On voit des youtubeurs, des streamers aussi qui font de la musique et qui sont beaucoup plus acceptés, même si certains ont du mal, entre guillemets, c'est pas leur travail, c'est que des streamers, des youtubeurs. Pourquoi ils font de la musique et ils viennent récupérer? Mais maintenant, on voit, comme je prends l'exemple de Mr V, qui fait des featuring avec des vrais chanteurs et ça match super bien. On a envie d'écouter. Ça fait de la popularité à la fois pour Mr V et à la fois pour le chanteur. Et là, ça marche super bien. Donc, si la télé s'adapte de la même manière, je pense que ça peut marcher dans les deux sens, que du positif. C'est une bonne façon de conclure, non? Ouais, c'est une très bonne façon de conclure. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On va faire une petite pause de 5 minutes et on va continuer avec l'atelier de la politique et le digital.